table ou pas? Ah ben, je ne peux pas mettre l'homme au jeu. On a des règles hein, quand même. Ah, oui. Comment? On pose des questions d'avant. Bon, on va voir, on improvise si jamais. Et toi, tu les surveilles? Ah, oui, on est pas ça. Tu veux qu'on se sépare? Tu nous séparer, ils sont en classe. Mais ça va pas du tout. Vous trois à côté, c'est pas possible. Non, mais avec Ophélia, il faut qu'on soit à côté. Oui, Moi, je vais revenir sur les sujets de... c'est vrai. Qui va être le timekeeper? Ok. Oh là là, c'est une grande responsabilité. Donc bonjour tout le monde. Bienvenue à la RSE décryptée, sujet qui nous passionne tous. Avant de commencer avec notre panel, nos deux panels ce matin, et Maria va vous présenter dans une minute, on voulait faire une petite Avant l'introduction. oui, pardon. Ça marche pas, évidemment. C'est super. Je peux me présenter aussi. Attends. Ça y est, ça marche. Ça y est. Nous sommes heureux d'être ici avec les trois associations, on va dire, importantes du monde du droit, du monde professionnel. Avocats, juristes, avocats, avocats d'entreprise, je ne sais pas. Bon, enfin. Donc ACE, AFJE et Cercle Montesquieu. Catherine, Dominique, Jean-Yves et moi-même Maria, on a organisé cette petite séance pour vous sur la RSE. C'est un début, on pense, parce qu'on ne pourra pas aborder tous les sujets aujourd'hui, donc ne vous en voulez pas. On espère que si on rencontre un succès auprès de vous, on pourra organiser de nouvelles séances après les vacances. Je te laisse faire l'introduction et je passe les pages. Donc, avant d'entamer sur le sujet de fond qui est juridique aujourd'hui, on voulait faire un petit rappel. Donc, ceux qui suivent les nouvelles ont vu qu'on est au début du mois, on a commencé de négocier le traité international sous l'égide des Nations Unies pour mettre fin à la pollution plastique d'ici 2024. Et cette photo que j'ai prise du site web des Nations Unies Environnement rappelle quelques chiffres inimaginables, donc, dont 430 milliards de tonnes métriques de plastique que nous fabriquons, que le monde fabrique chaque année. Et si nous ne faisons rien, si nous continuons sur le chemin sur lequel on se trouve actuellement, ce chiffre doublerait d'ici 2060. Triplerait. Et puis finalement, un autre chiffre qui est quand même pertinent à rappeler, c'est 2 tiers. 2 tiers de cette plastique est à usage unique et qui donc se retrouve très très rapidement dans les déchets. Donc évidemment, on a tous une prise de conscience, on sait ce qu'il faut faire, mais on ne peut pas le faire tout seul, il faut que tout le monde s'y met. Et c'est pour ça aussi qu'on est là aujourd'hui. Je voulais aussi, bon, c'est un peu difficile à lire, mais vous pouvez faire un petit recherche Internet sur la grande accélération pour retrouver cette graphe. Je voulais faire un petit rappel sur le macro. Donc, je parlais avec quelqu'un avant la séance, on disait le macro, ça ne suffit pas, on a besoin de rentrer dans le concret de la transformation. Je suis absolument d'accord. Et en même temps, il convient de un peu remettre en tête pourquoi on en est là, où on en est. Donc, bon, depuis 8000 ans, l'homme cultive sa terre. Depuis 8000 ans, nous avons des bêtes, nous avons de l'agriculture, des animaux domestiques, mais c'est seulement à partir de l'industrie, de la révolution industrielle, que les choses ont vraiment commencé à changer. Et seulement depuis 1950 qu'on parle de la grande accélération. Si nous nous basons sur la vie, une vie humaine,
j'aime bien parler de ma mère parce qu'elle a 97 ans et elle se porte bien. Bon, dans sa vie, on a vu la population divisée 2 fois, multipliée 2 fois. En 1930, on était 2 milliards de personnes. En 1970, on était 4 milliards. Et dans cette décennie, on est 8 milliards. Donc, avec cette croissance, on a eu une explosion aussi de richesse. Dans notre économie, on n'a jamais été aussi riche, aussi en bonne santé, aussi éduqués. Je ne dirais pas que tout se porte au mieux ou dans le meilleur des mondes, mais on est globalement beaucoup mieux qu'il y a 200 ans. Et en même temps, sur cette terre de 8 milliards, il y en a 1 sur 2 qui vivent avec moins de 8 € par jour. Et je ne vous parle pas de ceux qui vivent sous le seuil de pauvreté extrême. Donc avec tout ça, on a urbanisé, c'est le graphe, on est plus de 50% de vivre dans les villes. Dans les villes, il y a 60 à 90% des émissions qui viennent du transport. On a explosé les ressources des fossiles. On n'est pas là pour faire une revue des fondements, donc je vais juste le résumer par 3 chiffres, 3, 6, 9. 3, c'est qu'on est maintenant sur un chemin pour accélérer la température à cause des activités humaines de 3% d'ici la fin du siècle. Nous le savons tous, c'est pour ça qu'on a aussi le Green Deal et qu'on est tous là. 6, nous vivons le 6e extinction de masse depuis. Et la première liée aux activités des hommes. Et puis finalement, 9, on est parti pour être 9 milliards sur Terre dans la demi-siècle. Donc avec tout ça, on est tous très conscients, on a une prise de conscience qu'il faut faire les choses différemment et que ça va pas être à l'échelle individuelle, il faut que chacun s'y met, mais aussi que d'une manière sociétale, on s'y met. Et voici pourquoi on est là aujourd'hui dans des termes très larges. Merci Catherine. Super. On va rentrer dans le concret rapidement. Ici, je vous ai juste mis une liste de tous les textes qu'on peut imaginer permettre d'appliquer les concepts de RSE qu'on va développer ensemble maintenant. Et vous verrez qu'il y a des textes d'État avec une forte accélération dans les dernières années, notamment dans les pays européens, et qu'il y a des textes internationaux, bien entendu, les Nations Unies, le Global Compact ou Pacte mondial, on l'appelle comme on veut, dont on a un représentant dans la deuxième table, et puis les textes de l'Union européenne qui s'accélèrent et dont on va vous parler en partie aujourd'hui, parce que hier j'étais à une réunion où quelqu'un a dit que la Commission avait sorti 14 000 pages de textes relatifs à la RSE. Que Lucretia, ici, connaît par cœur, bien entendu. Donc, je ne sais pas si c'est un chiffre exact, 14 000, ça me paraît démesuré, mais néanmoins, juste vous verrez qu'on remonte à un texte en 1789, un texte américain, le US Alien Tort Act, qui est désormais utilisé pour sanctionner aux États-Unis des actes d'étrangers commis à l'étranger et qui contreviennent au droit international. Et c'est utilisé actuellement dans des contentieux en cours. Voilà, donc tout ça pour vous dire que, notamment au niveau européen, on a quand même peut-être besoin d'unification par des directives, dont on va parler maintenant, la CS3D et la CSRD. Et je vous laisse voir. Il y a un deuxième document inquiétant, mais on vous le partagera, que j'ai trouvé sur LinkedIn la semaine dernière, de Vera Sharaponova, une consultante en compliance, qui a essayé de réunir tous les acronymes s'attachant à la RSE, qu'ils soient européens, américains ou autres. Et elle a donné une définition simple. On ne va pas faire d'interrogation écrite, mais je pense que ça peut. On se demande toujours ce que veulent dire ces acronymes, donc on distribuera cette liste pour que vous l'ayez tous. Voilà. Maintenant, je vais
vous présenter notre table ronde et nos invités. Alors, dans l'ordre dans lequel je les ai inscrits, ça sera plus facile. Donc, Lucrezia Buzza, qui représente la Commission européenne, et le commissaire à la justice. Ophélia Claude, qui est avocat au sein du cabinet Antonin Lévy. Lydia Mediani, qui est directeur juridique compliance, on va dire, chez Nestlé en France. Ça suffit. Sophie Schiller, professeure agrégée de droit à Paris-Dauphine. Et François Jambin, Chief Compliance Officer chez EDF. C'est Catherine qui va commencer les questions et puis je poursuivrai dans la deuxième partie. Pour commencer, Lydia, chez Nestlé, quelle est votre stratégie de RSE? Après avoir mis tous les acronymes, tous les textes, donc en une phrase, quelle est la stratégie RSE de Nestlé en France? Donc nous, c'est vraiment Nestlé en France, donc c'est les 26 entités juridiques sur le territoire français. On est donc la filiale de la multinationale suisse, ce qui veut donc dire que tous les textes qui ont été montrés précédemment par Maria s'appliquent évidemment à Nestlé et à toutes ces entités. Ça, c'est quand même la première étape, puisqu'on est quand même... on parle beaucoup, lorsqu'on parle de compliance, de soft law. Chez Nestlé, c'est un sport. On a énormément de politiques internes qui sont bien souvent bien plus exigeantes que le droit dur. Donc c'est quelque chose qu'on applique beaucoup. Et la règle chez nous, c'est de dire si une norme interne chez nous est plus exigeante que la norme locale, alors on doit se référer à la norme interne. C'est un peu, et c'est pour ça que j'aime beaucoup les travaux de M. Racine autour de ce nouvel ordre juridique que peut constituer l'entreprise. Et chez nous, c'est une réalité. Donc la stratégie RSE, elle remonte un petit peu plus avant que certains textes, déjà parce que, en tous les cas, en tant que directrice juridique, évidemment, on réagit beaucoup en fonction des contentieux qu'on a. Je sais qu'on en parlera tout à l'heure. Mais c'est aussi une entreprise qui est très ancrée dans ce qu'on appelle la création de valeur partagée, qui est un concept de Michael Porter, qui avait été développé. On a été la première entreprise à l'appliquer à l'échelle d'un groupe. Ça veut dire quoi, appliquer à l'échelle d'un groupe? Ça veut dire justement ne pas l'appliquer qu'au sein d'une direction RSE, et c'est la difficulté de tous nos sujets, et c'est pour ça que je pense que ces rencontres ont du bon et qu'on peut saluer les travaux qui ont été faits par les différents organisateurs. C'est vraiment de se dire, OK, il faut casser les silos. Et en entreprise, on adore travailler en silo. Vraiment, la transversalité, on n'aime pas. Le juriste, il ne comprend pas le type des finances. Même dans les finances, la personne de l'audit, elle ne comprend pas celui du contrôle interne. Et alors, on comprend encore moins ceux des RSE qui nous expliquent qu'on doit aller vers plus de sols vivants, d'agriculture régénératrice. Et évidemment, le juriste va arriver en disant « mais comment ?» Et donc, on va avoir une logique de risk management. Et si vous vous souvenez bien de la pyramide du risk management qu'on apprend quand on démarre le risk management, la première stratégie d'un bon risk manager, c'est d'éviter le risque. Aujourd'hui, je pense que cette étape, et ça nous a été très bien décrit, le juriste qui voudrait protéger son entreprise ou l'avocat qui pense qu'il va pouvoir encore calfeutrer l'entreprise comme une tour d'ivoire, ce temps, il est révolu. Mais il y a la deuxième étape du risk management, qui est la transférabilité. Et là, c'est quand même un sport en droit des contrats, on adore ça, et c'est encore la difficulté dans laquelle on est. Donc en RSE, tout ce qu'on essaye de faire, c'est vraiment de ne pas être dans cette tentation de la transférabilité du risque RSE, et plutôt de le voir en opportunité business. Alors ça, c'est la stratégie, c'est très joliment dit, donc transformer le risque en opportunité business. Mais concrètement, ça veut dire quoi? Puisque face à vous, vous allez avoir des business qui vont vous parler en termes de profitabilité, en termes d'indicateurs. Et c'est là que ça devient un peu plus complexe, et qu'on est vraiment dans une logique aujourd'hui encore de construction permanente de la stratégie que j'appellerais plus CSV que RSE, puisque l'objectif de la CSV, c'est créer de la valeur tout au long de la chaîne de valeur. C'est pour ça que chez Nestlé, on s'engage sur les droits humains, même si on a voulu me supprimer la partie de mon titre droits humains, auquel je tiens énormément. C'est vraiment ça, c'est de ne pas parler justement en chaîne de transfo, et je pense que Lucrezia en parlera. Ça a vraiment un impact. Alors évidemment, beaucoup d'avocats vont dire mais c'est important, faire attention à la responsabilité, évidemment, mais on ne pourra pas transformer et avoir cette logique de transfo de la société avec un petit s et avec un grand S, si on n'est pas dans une logique de chaîne de valeur. Donc la logique chez nous, ça va vraiment être d'essayer d'impliquer tous nos fournisseurs et de les accompagner. Je vous interromps parce que je ne sais pas si on a dit au monsieur de la régie qu'on voulait être finalement enregistré et filmé.
On est super organisé. J'ai pensé, c'est fait. Ah, génial, merci. Comme ça, vous le savez aussi. François, alors, chez EDF, quelle est votre stratégie en matière de RSE, bien entendu? Alors peut-être, étant juriste comme la plupart d'entre vous, ce qu'on aime bien, c'est la définition des concepts, celui de RSE peut-être. Nous, on a commencé à travailler sur la base de normes réglementaires, de normes ISO, notamment la norme ISO 26000 qui pose finalement 7 points de passage pour finalement accomplir parfaitement, ou en tout cas tendre à aboutir parfaitement une politique RSE. C'est d'abord des questions de gouvernance, des questions de droits humains, des conditions, les relations et les conditions de travail, l'environnement, la loyauté des pratiques, le droit des consommateurs, les communautés, le développement local. Ça, c'est ce que nous dit la norme ISO. Deuxième définition intéressante, mais je pense que des spécialistes du contentieux après en parleront, mais c'est un des éléments saillants du premier jugement rendu en référé dans l'affaire Total Ouganda, le 28 février 2023. Pour la première fois, un juge judiciaire va définir avec un peu plus de précision ce qu'est la RSE. Elle désigne un concept selon lequel les entreprises intègrent les préoccupations sociales, environnementales et économiques dans leurs activités et dans leur interaction avec les parties prenantes. La notion de partie prenante est fondamentale, on y reviendra. Initialement à partir d'une démarche volontaire, progressivement complétée par un cadre légal et réglementaire visant à mieux encadrer les mesures déployées et à l'évaluation de leur efficacité. Donc ce qui est intéressant dans cette définition, c'est que finalement on passe du domaine de la, on y reviendra je pense, mais du domaine de la soft law au domaine de la hard law, et on verra que dans nos organisations respectives, ça veut dire aussi un sujet qui va de plus en plus être partagé entre les directions de développement durable ou les directions impact, qui sont dans les engagements volontaires, dans les actions concrètes, et puis les directions juridiques, qui ont évidemment un rôle important à jouer, puisqu'on va vers une judiciarisation de ces sujets. Alors au niveau d'EDF, c'est quoi la stratégie RSE? C'est un peu différent de chez Lydia, parce que moi je parle plutôt côté holding France, bien qu'on ne soit pas une holding EDF SA, mais c'est intéressant d'avoir les deux visions complémentaires. Nous, on a des filiales aussi à l'étranger. Évidemment, la RSE EDF, c'est une RSE groupe qui ne concerne pas seulement les activités que vous connaissez tous, étant évidemment ayant tous contracté un abonnement à EDF et voulant le rester pour l'avenir, évidemment. Mais il y a aussi des sujets, évidemment, à l'international auxquels nos filiales sont confrontées. Donc la RSE EDF, c'est prendre conscience que notre activité a un impact. Et d'ailleurs, le changement de nom de notre direction développement durable en direction impact n'est pas neutre. C'est vraiment la prise de conscience que les activités industrielles d'un groupe comme le nôtre peuvent avoir un impact sur l'environnement, la santé, les droits humains. C'est plutôt un bon signe et ça n'est pas simplement un effet d'apparat. Pour construire cette stratégie RSE, finalement, on a travaillé sur un exercice intéressant qu'on a appelé Parlons Énergie. Parlons Énergie, c'est quoi? C'est un dialogue qui s'est fait au sein de la société via des ateliers, une 60aine de rencontres avec des collaborateurs du groupe pour essayer de les faire imaginer ce que sera EDF en 2030 ou en 2050, donc se projeter sur l'avenir. Il y avait dans cette idée-là de travailler sur la raison d'être du groupe, peut-être qu'on y reviendra, c'est très lié à la RSE. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on a bâti une raison d'être, et cette raison d'être, une proposition de raison d'être, a été soumise au comité exécutif du groupe, qui a repris, finalement, dans le cadre d'une démocratie d'entreprise, la plupart des recommandations d'EDF. Et puis, évidemment, c'est fixer des objectifs au regard de notre cœur d'activité. D'une société à l'autre, les objectifs sont très différents. Si on s'appelle L'Oréal, Vinci, Nestlé, EDF, on n'a pas forcément les mêmes objectifs. Les nôtres, ce sont la neutralité carbone et le climat, le bien-être et les solidarités, la préservation des ressources de la planète et le développement responsable. Et puis tout cela va irriguer dans nos décisions d'investissement, via notre comité des investissements, nos sujets, irriguer nos sujets à chaque fois. Dans une approche un peu téléologique, on va se poser la question, finalement, quel est notre impact par rapport à notre environnement? On va réfléchir vis-à-vis de la raison d'être, on va réfléchir vis-à-vis des grands principes de RSE, et parfois, on va dire, on n'y va pas. Ce sujet, finalement, a trop d'impact négatif pour pouvoir y aller. Voilà. Donc c'est un peu ça, très résumé, et schématiquement, la raison d'être aujourd'hui d'EDF.
Merci François. Alors, c'est une question quelque part pour vous deux, mais peut-être Lydia, comment avez-vous commencé par une évaluation des risques ou comment vous avez fait pour développer la stratégie? L'univers de risque, c'est encore une fois quelque chose qu'on a au niveau global et ensuite qui va se localiser pays par pays. On a 181 pays. Et ce qui a été intéressant, c'est plutôt comment faire bouger l'agenda du risque autour des enjeux, justement, création de valeur partagée. Et c'est là qu'on a eu toute une discussion autour de, déjà, sensibiliser, parce qu'on n'a pas tous, comme l'a très bien expliqué François, on n'a pas tous la même définition, notamment si on prend RSE au sens large, on parlait tout à l'heure de ESG. Si on parle du E, on est à peu près clair sur ce que couvre l'environnement. Le S, beaucoup moins clair. On a tous beaucoup de difficultés, donc il a fallu aussi sur l'agenda avoir pas mal de pédagogie sur se mettre d'accord sur les priorités. Donc on s'est mis d'accord sur un certain nombre de priorités, mais même fonctionnement que ce qui a été décrit par François, donc avoir une liste de priorités, identification des risques. Là, vous avez évidemment chaque direction qui va arriver avec ses propres risques. La direction industrielle va arriver avec des risques plus opérationnels, plus liés à la qualité. On a en France 10 000 personnes, mais on a 80% de notre force de travail qui est en usine. Donc ça va avoir un impact évidemment dans vos plans de remédiation, mais on a également des personnes comme les forces de vente qui vont être très éparpillées sur le territoire. Les personnes en boutique Nespresso, c'est encore d'autres problématiques. Donc d'abord, on a vraiment fait une liste à la Prévert, donc on s'est retrouvé avec plein de risques, avec un exercice de créativité qui était de dire « dis-moi tous tes risques ». Avec un concept chez nous, alors c'était moins joliment dit que toi, hein, nous c'était, on avait dit faites le Ocean's 11 de la RSE, imaginez que vous devez prendre le meilleur scénario. Donc on a plutôt commencé comme ça et on a réussi par pédagogie. Oui, comment vous avez établi alors la maîtrise de matérialité? Alors d'abord par vraiment cette première créativité, elle est hyper importante parce qu'elle permet à chaque direction d'échanger déjà. Et cette partie-là, je ne pense pas qu'il faille la squeezer, on a vraiment pris le temps de le faire. Derrière ça, on a consolidé. Et la matrice, qui est d'ailleurs publique, hein, puisqu'elle est sur le plan de vigilance de Nestlé en France, on a souhaité nous partager tout ce qu'on avait, y compris la méthodologie. Donc derrière, on a vraiment ensuite rassemblé les risques qui se regroupaient. Et ensuite, on a une gouvernance qui est à plusieurs étages. On a un réseau des référents compliance et droits humains qui est en fonction de la transversalité des équipes. Et ensuite, on a un comité de compliance droits humains qui est dirigé par le président, parce que nous, on est une SAS, c'est Nestlé France SAS. Donc ensuite, on a vraiment choisi d'identifier et de coter les risques, mais par un exercice assez classique. Et à partir de là, on a des actions, des plans d'action, pardon, en français, donc des plans d'action qui vont nous permettre de regarder comment on va toujours avoir un impact neutre, c'est le minimum qu'on puisse faire, mais également un impact positif, comme ça a été mentionné. Ensuite, on se rapproche évidemment de partenaires, ces fameuses parties prenantes sur lesquelles on reviendra, et on essaye de localiser nos actions, puisque un très bon partenaire, on est partenaire logiquement au global du pacte mondial, mais parfois sur certaines actions, il va falloir, je pense notamment à la Côte d'Ivoire pour le travail des enfants, dans ce cas-là, il va plutôt falloir s'associer à une ONG locale, ça peut être la Fondation Jacob notamment. Donc, une ONG n'est pas nécessairement pertinente partout. Il faut trouver le bon partenaire qui va vous challenger et faire en sorte que ce que vous allez mettre en place est pertinent au niveau local pour avoir un impact positif. Ophélia, vous représentez des clients. Donc, vos clients, de votre côté, ils commencent comment? Ils établissent toujours un seuil? Alors, je ne parlerai pas de mes clients. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'en réalité, ces informations sont semi-publiques puisqu'elles sont dans les plans de vigilance. Donc on peut, en regardant les plans de vigilance, voir un peu les grandes tendances. Si on schématise, vous avez deux grandes tendances. Vous avez la première tendance qui consiste à élaborer une sorte de cartographie. Alors, pas des risques, parce que finalement, en vigilance, alors la loi dit atteinte, elle parle pas de risque. Et quand on regarde le projet de directive, on y reviendra, on parle d'incidence négative. Donc c'est un peu différent. On parle aussi de risque dans le nouveau projet voté par le Parlement, c'est intéressant. Donc première grande tendance, méthodologie entièrement élaborée spécifiquement pour les sujets. Moi je parle de la vigilance, je ne parlerai pas de la RSE au sens large. La grande difficulté avec l'élaboration d'une méthodologie spécifique, c'est qu'on n'a pas de ligne directrice, contrairement à la loi Sapin 2. Donc, comment est-ce qu'on part de rien?
vous avez plusieurs, là, c'est intéressant, vous avez plusieurs méthodes. Vous avez celle typiquement de Nestlé où vous avez beaucoup copié-collé en fait ce que vous aviez fait dans les process en fait sur la loi Sapin 2. On se dit, bah, voilà, on a déjà des lignes directrices là-dessus, donc on va essayer de l'appliquer sur la vigilance, ça c'est une option. Vous avez aussi les entreprises qui, en fait, elles avaient déjà une approche qui était antérieure à la loi vigilance, qui sont allées puiser dans le guide de reporting de Shift, de l'association Shift, qui a été créée par John Ruggie. Vous avez quelques entreprises qui sont, il y en a beaucoup d'ailleurs. Voilà, ou alors des entreprises qui ont complètement inventé leur méthode. Deuxième option, deuxième grande tendance, c'est en fait le constat qu'il y avait déjà une cartographie risque globaux, que toutes les entreprises soumises à la DPEF avaient aussi des cartographies. Et donc une grande tendance qu'on voit dans les plans de vigilance, c'est de faire une extraction de tout ce qui avait été ressorti dans la DPEF et de le coller finalement au plan de vigilance avec beaucoup d'entreprises aussi qui finalement vont faire un renvoi à leur DPEF sur certaines sections. Donc la difficulté, celle-là, avec cette méthode-là, c'est que, comme vous le savez tous, l'exercice de matérialité est différent parce que jusqu'à présent, maintenant c'est en train d'évoluer, la matérialité, c'était une matérialité risque économique vis-à-vis de l'entreprise, alors que l'esprit de la vigilance, c'est l'incidence négative sur l'extérieur et sur l'entreprise. Donc en fait, l'exercice était faussé. Et c'est là où c'était en fait, finalement la faiblesse de ce choix-là. Et c'est intéressant, mais à ce jour, dans les contentieux, ça n'avait pas été attaqué par les associations, même si on sait tous que c'était une grosse faiblesse. Pardon, je vais juste ajouter un petit point parce que je pense que c'est extrêmement important, parce que la question que tout le monde se pose en ce moment quand même, c'est alors comment synchroniser ces exercices, parce qu'on ne va pas faire 1000 cartographies de risque, d'incidence négative. On a une CSRD maintenant qui parle de double matérialité. Comment optimiser ces exercices? Est-ce qu'on peut maintenant, grâce à la double matérialité, finalement utiliser ça pour la vigilance et pour la CS3D? C'est intéressant parce que la Commission vient de publier son projet d'acte délégué. Je vous invite à le voir si vous ne l'avez pas vu. Et elle répond en partie à cette question. Alors c'est un projet, on va voir si c'est validé. Mais elle vient définir ce que c'est la double matérialité, ce que c'est l'incidence négative. Et il dit bien que l'exercice d'analyse des incidences négatives au type de la double matérialité doit être fondé sur les principes directeurs Nations Unies et OCDE. Ce qui vient dire que finalement, effectivement, cet exercice-là devrait être identique à l'exercice vigilance CS3D. Je pense que c'est un immense apport, c'est un grand soulagement pour tout le monde, on s'en doutait quand même, c'était le plus logique, mais c'est un sujet important. Autre piste pour tous ceux qui se demandent comment prendre l'exercice, évidemment la directive. Moi, ce que je retiens sur le projet qui a été voté par le Parlement, c'est qu'il vient confirmer cette approche, un peu comme tu as décrit, toi, qui disait on va choisir des priorités. D'abord, analyse générale, et ensuite, on va fouiller des sujets. Ce que vient ajouter, je pense même, le Parlement, confirme déjà la version de la directive votée par le Parlement, confirme cette approche-là, et va même dire, en fait, vous pouvez choisir par secteur, par pays, par filiale. Ce que je ne disais pas encore la directive, moi je trouve que ça a énormément de sens. C'est d'ailleurs ce que généralement je conseille de faire. Donc je suis ravie. Mais voilà. Et sur la cotation, pardon. Vous avez des débuts d'échelle, notamment vous avez le Danish Institute, c'est pas parfait, qui a des échelles de cotation droit humain qui sont pas mal faites. Donc ça peut être un bon départ de travail. Je ne connaissais pas le Danish Institute, c'est intéressant. Je vais aller voir. Est-ce que Lydia, vous pouvez aussi juste faire un point sur les parties prenantes de l'entreprise? Quelles parties prenantes cherchez-vous à satisfaire? Ou Ophélia d'ailleurs? Alors, sur les parties prenantes, il y a évidemment déjà nos collaborateurs, en ce qui nous concerne. Après, ça a été un exercice difficile, donc on a demandé là aussi, encore une fois, ça a été très collaboratif, et c'est un exercice nouveau d'être dans cette transversalité. On parlait tout à l'heure justement de la systémique autour de la compliance, et c'est vraiment ce que ça apporte, la compliance. C'est de réunir des parties. Moi, je pouvais très bien avoir des interlocuteurs qui n'étaient pas les mêmes que mes collègues, donc on a justement, il y a quelques
l'année dernière, commencé un travail déjà d'identification de nos parties prenantes. Parce que tout le monde parlait à des personnes différentes. Donc, tout à l'heure, Ophélia mentionnait justement le fait du danger d'avoir différents documents. Mais le danger, c'est surtout qu'on ne va pas nécessairement mettre la même information là, ce qui n'est pas pertinent et ça ne mobilise pas beaucoup. Donc, sur le plan vigilance, dans les parties prenantes, on identifie chez nous, je parlais de chaîne de valeur, vraiment à la fois nos collaborateurs, mais vous, consommateurs, en prenant évidemment en compte nos clients, donc ça va être principalement les grands distributeurs, nos fournisseurs. Donc, sur l'amont, on était déjà plutôt en avance, puisqu'on a une feuille de route droits humains depuis 2010 déjà. Donc c'est quelque chose où on était déjà bien avancé. Aujourd'hui, ce qu'on essaye de rationaliser ou de professionnaliser, c'est le contact avec les ONG, avec la société civile. Donc sur le dernier plan de vigilance, ce qu'on a souhaité faire, c'est par exemple d'ouvrir tout simplement le dispositif d'alerte. C'est-à-dire toute personne peut saisir notre dispositif d'alerte pour nous alerter. On a également mis une possibilité pour toutes les ONG de nous écrire directement, de façon à recueillir. Pour moi, le plan vigilance, je ne le vois vraiment pas comme un exercice de protection ou comme un risque. C'est plutôt une opportunité de savoir. Encore une fois, c'est pas parfait, tu l'as mentionné, mais ça permet véritablement dans l'identification de toutes les parties prenantes qui sont multiples chez Nestlé, puisqu'on va aller nos investisseurs. On a la chance de ne pas être une entreprise du CAC 40, ce qui est une chance et en même temps une difficulté, puisqu'on n'est pas habitué à ces exercices de reporting, ce qui peut être perçu parfois comme une entreprise où on n'a pas véritablement d'informations. Or, sur le site nestlé.com, vous avez systématiquement ce qu'on annonce, on le fait, on donne des indicateurs, et surtout, c'est quand même le point de départ, et c'est pour ça que ça nous avait pris un peu de temps, il faut savoir d'où on est, la carto, elle est essentielle, mais il faut regarder les axes d'amélioration, puisqu'on ne va pas nécessairement, sur certains sujets, on peut être déjà très mature et très en avance. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de marge de progression, il peut y en avoir. Et il y a d'autres sujets où on est parti très loin. Et on est plutôt ouvert désormais à recevoir de la part de la société civile des indicateurs qu'on n'aurait pas vus. Je trouve que le plan vigilance et la RSE en général, c'est vraiment une opportunité de profiter de l'expertise des autres aussi. Donc, pour le moment, c'est très contentieux, certes, mais c'est une histoire de balancier. On était vraiment dans notre coin, les entreprises, les multinationales. Aujourd'hui, j'espère en tous les cas que ça va nous permettre de recevoir des indicateurs, mais c'est la démarche qu'on a systématiquement, dès lors qu'on n'est pas dans le yaka faucon. Il y a beaucoup cette logique quand même du yaka faucon. Oui, évidemment, il faut avoir un impact positif. Oui, évidemment, il faut faire les choses différemment. Le vrai sujet, c'est le comment. Quand on est un mastodonte comme le nôtre, avec plus de 348 000 personnes dans le monde, 400 usines, il y a vraiment un souci de se dire faire la bonne chose pour la bonne raison. C'est ça notre définition pour le coup de la compliance. En vous écoutant, moi je retiens deux choses qui sont des leitmotifs récurrents. La première, c'est les silos entre entreprises et entre entreprises et le reste du monde dans les parties prenantes et comment on le casse sans... et en même temps, le deuxième, c'est on a un exercice juridique et cet exercice juridique, il consiste largement aussi à protéger nos entreprises, historiquement au moins, et un exercice d'RSE qui est de transformation de la société et qui, parfois, nécessite de prendre des risques d'aller vers l'autre. Mais c'est la beauté du moment, c'est qu'on n'est plus justement ni dans un tick the box. Je pense que l'entreprise qui est encore là va voir les contentieux s'accumuler. Et on n'est plus non plus dans une logique de protéger à ce point-là l'entreprise. Je pense que l'entreprise, dans sa transfo, elle va gagner grâce à ses parties prenantes. Typiquement, une entreprise comme nous, si demain vous arrêtez d'acheter nos produits, faire une histoire, c'est game over pour nous. Donc on a du coup toute cette logique, ça repose sur deux piliers assez simples finalement en termes de strat. Transparence, traçabilité. Dire ce qu'on fait, dire comment on le fait. Traçabilité, avoir des indicateurs clairs qui peuvent être vérifiés par tout le monde. Ça peut être sur un site internet, etc. Le sujet, c'est comme on n'est pas une entreprise de ce qu'on appelle du B2C, donc direct consommateur, la difficulté, c'est que je ne vais pas mettre sur mes packs, il y a déjà tellement de choses de la Commission européenne que je dois mettre dessus, entre les différentes langues, etc. Je ne vais pas non plus pouvoir mettre plus d'informations. La difficulté qu'on a encore aujourd'hui, c'est vraiment ça. C'est comment, quand je suis une entreprise de B2B, je peux m'adresser directement à mes consos.
sans être dans un univers de greenwashing ou autre. Donc c'est l'accompagnement de ces marques, de nos marques. On en a en France une 60aine. Comment on accompagne les marques dans leur transfo, chacune à son étape, mais toujours vers le même objectif. Je vais vous poser ainsi qu'à François quelques questions sur l'organisation interne, mais avant de le faire, je voulais poser la question à Ophélia, d'un point de vue externe. La RSE est-elle uniquement une question de reporting honnête ou précis et fiable, bien entendu, mais où doit-on aller plus loin? J'apprécie que la question la plus difficile me revienne, merci. Et on pourrait faire une session juste là-dessus, en réalité. Alors, réponse courte, non. Bon, on ne s'en tiendra pas à ça. Réponse courte, non, parce que non, ça n'a pas été l'esprit du législateur lorsque la loi sur le devoir de vigilance a été adoptée. C'était quoi l'esprit et puis quelle est l'obligation qui a été adoptée? C'était une obligation de moyens, d'établir un plan de vigilance et de le mettre en œuvre de manière effective. Ça, c'est l'obligation, imposée d'abord par la loi sur le devoir de vigilance. Et à titre accessoire, il faut publier le plan de vigilance dans son rapport de gestion. La difficulté qu'on a là, et je pense que c'est assez emblématique dans les contentieux, et je ne veux pas trop en dire à ce stade, mais c'est qu'en fait, ce sont quand même deux obligations qui sont distinctes et répondent à des logiques différentes et qui parfois sont un peu contradictoires. Et les deux sont extrêmement importantes et se nourrissent l'une l'autre. La transparence, c'est extrêmement important. Le problème, c'est que lorsque vous mettez un plan de vigilance dans un rapport de gestion, effectivement, il y a des obligations de concision, de clarté. Là où parfois, quand on veut vérifier une obligation de moyens, on aurait besoin de plus de détails. On aurait plus... Et donc, en fait, c'est exactement le débat que nous avons aujourd'hui dans les juridictions. C'est finalement, ce sont un peu des injonctions contradictoires. Et à cause de cela, parce qu'il y a une obligation de publication, on finit par avoir un débat qui porte essentiellement sur le détail et la précision d'un plan. Moi, je trouve que c'est un débat qui est un petit peu circulaire. J'ai hâte qu'on en sorte, à titre personnel. Même s'il est passionnant, il est intéressant. Mais dans l'esprit, et là-dessus, il y a un consensus général, c'est qu'effectivement, à l'origine, c'est plus qu'une obligation de publication. Et donc, justement, sur cette question, est-ce que l'organisation, François, en interne de la RSE, vous semble-t-il important? Oui, c'est évidemment très important parce qu'on a ces obligations effectivement de transparence et de publicité. C'est la grande différence avec la loi Sapin 2. On a ce plan de vigilance annuel qui permet à la fois aux parties prenantes internes, mais également aux parties prenantes externes, de mesurer nos démarches de progrès. Et dans cette démarche de progrès, il y a démontré la structuration d'une organisation. Alors, la différence aussi avec Sapin 2, ça a été dit tout à l'heure par Ophélia, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de régulateur, il n'y a pas de ligne directrice, donc c'est chacun fait un peu comme il le souhaite, comme il le veut, en essayant de tendre vers une réponse la plus parfaite possible vis-à-vis des attentes du législateur. Alors, chez nous, comment on s'est organisé? Finalement, vous voyez que cette matière nouvelle, qui est le devoir de vigilance / la RSE, c'est quand même très transverse. Gouvernance, santé, sécurité, droits humains, environnement. Ça veut dire que, plus encore que pour la corruption, par exemple, il faut travailler de manière collégiale. On ne peut pas travailler en chambre, sinon c'est le raté assuré. Et comme l'a dit tout à l'heure très bien Lydia, le réflexe des grandes entreprises, surtout des très grandes entreprises, c'est le travail en silo. Donc le premier souci que nous avons eu en termes d'organisation, c'est d'essayer de casser ces silos, de désiloter tout ça, de mettre un petit peu de collégialité. Concrètement, comment ça se passe? Vous avez chez nous donc la direction Impact, direction RSE, qui finalement est en maîtrise de tous les sujets RSE. Cette direction est rattachée à la direction de la stratégie. On en revient à la première question, la stratégie RSE. Oui, la RSE, c'est aussi la stratégie des grands groupes. Et la mission de cette
direction impact, c'est d'accompagner les business units et les filiales du groupe dans la gestion de leurs activités et de leurs projets au regard de ces sujets d'RSE et en les aidant, par exemple, pour la concertation des parties prenantes dans le cadre de leurs projets. C'est évidemment aussi travailler sur le management et l'animation d'un développement durable dans le groupe. Et tout ça, ça n'est pas naturel, donc il y a tout un travail d'acculturation. Et puis, c'est élaborer aussi de plus en plus dans nos projets, je le disais tout à l'heure, des grilles de criblage RSE pour s'assurer que finalement, à chaque fois qu'une décision est prise, il y a cette dimension RSE qui est considérée. Donc ça, c'est pour l'aspect, je dirais, soft law, direction impact. Il y a maintenant l'aspect un peu plus hard law, la direction juridique est en charge du devoir de vigilance en tant que tel. Mais il faut bien comprendre que toutes les actions de la direction impact en matière de RSE est au service du devoir de vigilance, puisque ce sont finalement les actions concrètes qui démontrent que le groupe tend vers davantage de vertus en matière de RSE. La mission vigilance, donc votre serviteur est responsable de devoir de vigilance pour le groupe. Faire ce travail-là seul, c'est impossible. Donc là aussi, collégialité. Travaille très étroitement avec la direction impact, donc pour les sujets RSE, avec la direction des ressources humaines, parce que dans le sujet de la vigilance, vous avez la santé-sécurité, évidemment l'interlocuteur naturel, c'est la DRH du groupe pour ces sujets. Et puis vous avez aussi une autre dimension très importante, et on y reviendra après, c'est le dialogue social, c'est-à-dire l'articulation avec les syndicats internes. Et le modeste juriste que je suis n'avait pas cette culture, cette habitude du dialogue social. Donc se reposer sur des professionnels du dialogue social, c'est vraiment important. D'autres entités, la direction des risques, la direction internationale, puisque nos projets sont à l'international, la direction de la conformité. Alors chez nous, c'est une particularité, ça serait trop simple. Nous avons construit tout ce qui est toutes ces lois de compliance finalement de manière un peu sédimentaire. Vous avez des gens qui s'occupent du RGPD, vous avez des gens qui s'occupent de Sapin 2, vous avez des gens qui s'occupent de vigilance. Ça serait trop simple, on n'est pas dans la même direction. Donc mon idée, ça a été de convier aussi ces autres entités pour qu'on ait un regard croisé. Juste une question, François. Finalement, qui est le leader de ce récit de personnes qui sont impliquées dans le programme? Parce que une des questions clairement, on a besoin de beaucoup d'expertise de différentes sortes, que ce soit environnement, que ce soit syndicat. Mais celui qui mène la barque, c'est la direction, c'est le PDG lui-même, au niveau opérationnel, qui... Oui, alors il y a aussi ce sujet, bien sûr, très important de l'engagement de l'instance dirigeante. Alors, ce principe d'engagement de l'instance dirigeante, on le retrouve aussi dans la loi Sapin. On ne le retrouve pas dans la loi sur le devoir de vigilance, mais on la retrouve dans les principes directeurs de l'ONU notamment, ou de l'OCDE, dont on reparlera peut-être après. Et donc, chez nous, EDF, on a pensé que pour être efficace, efficient, il fallait un engagement de l'instance dirigeante. Deux exemples. Le premier, c'est l'élaboration d'un document qu'on a appelé engagement exigence fondamentale du groupe en matière de devoir de vigilance, en matière de droits humains, santé, sécurité, environnement. On a réussi à faire signer ce document assez indigeste, bien qu'on l'ait voulu un peu léger, d'une 20aine de pages, à notre PDG. C'est donc la démonstration qu'il y a un engagement vraiment au plus haut niveau d'entreprise. Ça devient un document contractuel aussi avec nos parties prenantes externes, nos partenaires de projet, mais également les sous-traitants et fournisseurs. Autre exemple de l'engagement de l'instance dirigeante, c'est ma nomination par deux membres du comité exécutif. Ça fait évidemment très plaisir d'être nommé par deux membres du comité exécutif, mais ça ne suffit pas. En fait, l'idée, c'est vraiment de pouvoir montrer patte blanche quand vous voulez agir véritablement dans une énorme entreprise comme la nôtre. Un juriste qui viendrait seul taper à la porte des grandes directions du groupe ne serait pas entendu. S'il vient avec le sésame d'une nomination du président, c'est beaucoup plus facile. C'est dommage, mais c'est comme ça que ça marche. Comment je vois ma mission? Le mot leader ne me plaît pas énormément, en fait. Je suis plutôt en coordination, je dirais, avec toutes ces entités du groupe. Alors, vers le haut, on a créé au niveau à la fois du conseil d'administration et du comité exécutif
des comités Théodule dédiés en matière de RSE. Et très régulièrement, on va rendre compte de nos avancées en matière de devoir de vigilance. On fait valider aussi certains points de passage. Et au niveau plutôt terrain, nous avons créé un réseau de responsables devoirs de vigilance qui vont labourer le terrain, nous faire remonter les signaux faibles, traiter des alertes, aider les entités à l'étranger, par exemple, sur les sujets vigilance pour éviter justement des risques et tenir nos engagements RSE. Il y a beaucoup de différences de possibles d'organisation. On pourrait passer une matinée aussi. Je vois que le temps passe. Je vais céder donc la parole à Maria pour continuer avec les questions. J'ai atteint mon objectif. Merci. Non, désolé. C'est vrai qu'on pourrait passer beaucoup de temps sur toutes les séances et on a encore 2 intervenantes qui n'ont pas encore parlé, donc ça serait quand même dommage. On va maintenant parler de la CS 3D, mais avant ça, je voulais qu'Ophélia, en 3 secondes, tu nous rappelles les obligations du devoir de vigilance français pour qu'on puisse comparer avec le texte européen après. 3 secondes. Merci. Alors, 3 secondes, je l'ai rappelé tout à l'heure, de toute façon, l'obligation qui est celle de mettre en œuvre un plan de vigilance de manière effective, d'établir et de mettre en œuvre de manière effective. Juste quelques points quand même, les grandes lignes. À l'origine, il s'agissait simplement, dans l'esprit, dans la proposition de loi, simplement un plan de vigilance et des mesures raisonnables. Ok, merci. Alors, certains ont dit, attention, le Sénat ne votera pas pour. Bon, le Sénat n'a pas voté pour autant. Mais, donc, il faudrait quand même remplir un petit peu cette obligation. Et tout simplement, ce qu'on a fait, c'est un copier-coller de la loi Sapin 2, qu'on a adapté à la loi sur le devoir de vigilance. Et on s'est dit, bon, comme ça, il y aura une forme de cohérence, on va y aller. En revanche, et ce qui est très intéressant, c'est que vous n'avez absolument aucun concept des principes directeurs de l'ONU et de l'OCDE. Rien. Mais c'est incroyable. L'inspiration dogmatique vient de ces principes, mais en revanche, dans l'application, il n'y a rien. Contrairement à la loi allemande, où là, vous avez énormément de concepts des principes directeurs dedans. Sur l'étendue, le deuxième point qui est important, et je pense que Lucrétia en parlera, c'est, une fois qu'on a dit ça, à qui s'impose l'obligation? Société française, uniquement française, qui dépasse certains seuils, des seuils assez élevés, 5 000 en France, 5 000 salariés en France, 10 000 salariés dans le monde. Et ensuite, quelles sont les activités qui rentrent dans le plan? Schématiquement, les activités de l'entreprise, les activités des filiales et les activités des tiers, mais sous certaines conditions, seulement 2 tiers, les sous-traitants et les fournisseurs, à condition qu'il y ait une relation commerciale établie et qu'il y ait un lien direct entre les activités et le contrat qui lie l'entreprise. Et donc c'est un prisme qui est relativement limité, surtout par rapport au projet de directive, et je vais laisser Lucrétia le présenter. Alors, on avait une autre question, mais je crois que François y a répondu tout à l'heure, c'était de dire qu'effectivement, il n'y a pas que la loi française, il y a d'autres lois dans les autres pays, notamment la loi allemande, et qu'effectivement, en entreprise, vous êtes obligé de tenir compte de l'ensemble de ces textes. Le texte allemand est assez intéressant, parce qu'il est beaucoup plus détaillé que le nôtre, et je vous invite à aller sur le site... vous le trouverez. C'est pas avec mon allemand que je vais pouvoir vous le prononcer. Je vous invite à aller sur le site sur lequel vous trouverez les lignes directrices en allemand, mais aussi en anglais. Et donc tout ça a mené à une saisine de la commission qui s'est dit, à laquelle beaucoup de parties prenantes ont dit, il faudrait que vous agissiez et que vous preniez un texte qui permette d'unifier un peu tout ça. Sans doute avez-vous subi beaucoup de lobbying de la part des différents États, et ça continue. Donc, sachant que le texte, la CS3D, Corporate Sustainability Due Diligence Directive, j'ai réussi, elle n'est pas encore définitivement adoptée. Il y a des sujets que Lucrétia ne peut pas aborder, notamment les efforts que chacun des États font pour amoindrir le texte ou le rendre plus... je suis en anglais, demanding, que ce qu'il n'est pour l'instant. Donc évidemment, Lucrétia ne peut pas prendre parti pour un État ou un autre, mais juste un peu d'historique, comment est-ce que ce texte s'est construit au niveau de la Commission avant d'aller au Parlement? Oui, ok.
Bonjour à tous. Je commencerai aussi par dire que ce que je dis reflète mon opinion personnelle et n'engage pas ni la Commission ni le commissaire pour lequel je travaille. Et effectivement, si on reprend un peu l'historique de nos travaux et de comment ce dossier est né, il faut se rappeler tout d'abord qu'il y a une forte demande de la part des citoyens européens pour avoir une législation qui prévoit des obligations pour les sociétés d'identifier les risques et de remédier des atteintes aux droits humains et à l'environnement. Cette demande très forte des citoyens s'est traduite par une très forte participation des citoyens au niveau européen aux travaux de consultation publique que la Commission a fait. On a eu genre 500 000 réponses des différents citoyens. Certaines ont aussi participé à des campagnes des ONG. Elle s'est traduite aussi par une résolution du Parlement européen. Alors c'est une résolution législative qui demande à la Commission, parce que la Commission a le monopole de l'initiative législative, de proposer une initiative justement sur ces thématiques-là. Et elle s'est traduite par des nombreux débats au niveau national. Donc, ici en France, la loi elle était déjà adoptée, mais en parallèle, il y a eu les débats en Allemagne qui a porté à l'adoption de la loi allemande. Il y a toujours en cours des débats aux Pays-Bas, en Belgique, Luxembourg et aussi dans les pays nordiques. Donc c'est une demande très forte qui est aussi cohérente avec les priorités de cette commission. Vous avez sûrement entendu parler du pacte vert, de l'importance d'une transition vers une société, un modèle économique plus durable, et aussi que répondre aussi au besoin d'utiliser notre levier en tant que société européenne qui comprend le secteur public ainsi que le secteur privé pour atteindre les objectifs de cette transition environnementale d'un côté et aussi pour s'assurer que dans les relations de commerce qu'on a avec les pays tiers, on utilise notre poids économique pour améliorer les conditions des gens dans ce pays-là. L'idée derrière l'initiative, ce n'est pas de décourager les entreprises européennes à avoir plus de relations économiques dans certains pays qui présentent des problèmes, mais plutôt pour d'utiliser leurs leviers pour améliorer cette situation. On était conscient que beaucoup d'entreprises font ça déjà de façon volontaire sur la base des lignes directrices de l'OCDE et des Nations Unies. Mais l'idée de passage d'un système volontaire à un système obligatoire est motivée par le besoin d'avoir une masse critique plus grande qui permettrait vraiment d'utiliser dans toute la potentialité ce levier économique de notre économie et société européenne. D'un point de vue des entreprises, ce qui est important, c'est le fait qu'une intervention au niveau européen permet d'avoir un niveau d'harmonisation dans le marché qui apporte beaucoup plus de sécurité juridique pour les entreprises et qui apporte aussi ce qu'on appelle en anglais un level playing field entre les différentes entreprises européennes dans les différents pays de l'Union européenne, mais aussi vis-à-vis des pays, des entreprises des pays tiers qui sont actifs dans le marché européen. À ce sujet, j'ai vu une déclaration la semaine dernière de Janet Yellen, qui est la présidente de la Fed, qui était assez inquiète par l'application extraterritoriale de ce texte, un peu sur le modèle du RGPD. Ça fait rire Ophélia, parce que généralement, c'est nous qui nous plaignons de l'extraterritorialité des textes américains, mais... Quand c'est dans l'autre sens, ils n'aiment pas trop. Ben non, ils n'aiment pas, je le souligne, mais... L'objectif, c'est de faire un RGPD de la RSE, peut-être. C'est ça, c'est en fait de stimuler aussi la convergence vers des très hauts niveaux de conscience des entreprises et pour la protection des droits humains et aussi de l'environnement. Et de stimuler, comme on l'a fait un peu avec la convergence sur le RGPD, où on a fait beaucoup de décisions d'adéquation avec des différents pays et on a simulé aussi le développement de règles de protection des données personnelles dans des pays d'Asie, aussi dans l'Amérique latine.
Et l'idée, c'est vraiment de participer à un mouvement vers le haut. Et on l'a vu ça, on peut le voir ça dans les discussions qui se tiennent au sein du G7, où la RSE a été aussi considérée comme une priorité. Et déjà par la présidence allemande, et ça a été repris aussi par les Japonais maintenant, et aussi par les travaux qui continuent au sein de l'OCDE, où cette thématique est discutée de façon récurrente. Alors, si on peut passer en revue les points essentiels, parce que quand même, on est là pour ça. En premier lieu, le seuil d'application, qui est bien plus bas que le texte français, mais même plus bas que le texte allemand. Et les Allemands, eux, trouvent que ça va un peu trop bas, parce que comme ils ont beaucoup plus d'ETI que nous, ça va faire qu'il y a un nombre important de sociétés allemandes qui vont être couvertes par le texte. Oui, alors pour définir les seuils d'application, donc le champ personnel, d'application personnelle de la directive, on a eu une très longue discussion pour faire en sorte que ça soit quelque chose d'efficace, mais en même temps aussi proportionné. Donc la première grande question, c'était les PME. Donc on a répondu finalement à cette question en décidant d'exclure les PME du champ d'application complètement. On est conscient du fait que les PME peuvent être concernées de façon indirecte parce qu'elles font partie de la chaîne de valeur des entreprises plus larges, et c'est pourquoi on a prévu dans le projet de directive aussi des mécanismes de soutien des PME. Un mécanisme de soutien des PME, c'est un terme aussi de soutien financier, et surtout quand elles sont actives dans des pays tiers, et aussi des soutiens en termes de guidance pour les PME, et aussi des efforts au niveau des États membres de soutien. C'est un point important dont on parle beaucoup avec Dominique, parce que pour ceux qui sont avocats ici, on pense que les avocats, quel que soit le type de cabinet dans lequel ils interviennent, vont devoir intervenir en matière de RSE, même si ils interviennent pour des entreprises plus petites que celles dont on parle quand on parle du devoir de vigilance. Donc c'est important de savoir qu'il y a ce soutien et la prise de conscience que ça va impacter directement ces sociétés-là. Oui, en fait, il y a beaucoup de PME qui sont déjà actives sur ces enjeux-là. Il y a aussi des prix organisés pour les PME pour ces objectifs-là. Donc c'est un discours sur lequel les PME sont déjà actives. Et la question, c'est que la définition de PME, on a une définition de PME européenne, donc celles qui sont en dessous de 250 employés, mais elle n'est pas, disons, elle n'est pas dans la pratique, elle ne correspond pas au sentiment que dans les différents pays, on a des PME. Parce que dans des pays comme l'Allemagne, les gens associent à l'idée de PME des entreprises qui ont 500 employés, par exemple. Donc c'est un peu différent, mais dans la notion européenne de PME, on se tient à 250 et on a exclu les PME du champ d'application. L'autre question qui s'est posée après, c'est justement sur la définition de ce qu'on appelle les grandes entreprises. Et là, on est effectivement en dessous du seuil français et du seuil allemand, qui prévoit en 2024 l'application de la loi allemande pour les entreprises qui ont au moins 1000 employés. Nous, on a inclus un seuil de 500 employés plus un chiffre d'affaires de 150 millions d'euros. Et on a fait ça parce que avec le filtre du chiffre d'affaires, on pense pouvoir capturer des sociétés qui, au-delà du nombre d'employés, ont un impact sur l'économie européenne, et ont aussi les leviers et les moyens pour mettre en place des remèdes au cas où des risques d'atteinte aux droits humains ou à l'environnement soient identifiés. Donc ça nous a paru une bonne solution. Et puis aussi l'application extraterritoriale. Oui, en ce qui concerne l'application extraterritoriale, en fait, deux choses. Ce n'est pas la première loi qui s'applique à des pays, à des entreprises qui ne sont pas établies en Europe, mais qui sont actives sur le marché européen. On a le RGPD, comme Maria le relevait tout à l'heure. On a aussi les règles du droit de concurrence, notamment tout le contrôle des fusions entre entreprises qui réalisent un certain chiffre d'affaires sur le marché européen.
Et le besoin d'avoir aussi un contrôle sur les sociétés des pays tiers s'explique d'un côté par le fait de créer un level playing field, mais aussi d'un point de vue disons, justice et de droits fondamentaux, parce que pour être cohérente avec notre logique de protection des droits fondamentaux et des valeurs européennes, on doit s'assurer que tous les services et les produits qui arrivent sur notre marché soient produits en ligne avec qui respectent bien ces droits et qui soient en ligne avec nos valeurs. N'importe où ces services ou ces produits sont produits finalement. Et ça, c'est vraiment la demande des citoyennes européennes aussi. Et c'est déjà le cas dans les textes sur l'obligation générale de sécurité, finalement. Oui, c'est effectivement. Et c'est aussi, les Américains, d'autre côté, ils ont aussi des systèmes qui concernent, par exemple, le contrôle de certains produits qui arrivent sur le marché américain, notamment tout ce qui concerne le travail forcé. Alors, il s'agit, à différence de notre projet de directive, de quelque chose qui est sectoriel, qui parfois se focalise sur certaines zones géographiques et sur certains risques aussi. Alors que le projet de directive ne se focalise pas sur une certaine zone géographique de provenance des produits et cible et s'applique à toute forme de risque d'atteinte aux droits humains et droits environnementaux, pourvu qu'il s'agit de risques qui sont couverts, et ça c'est peut-être une des différences avec la loi française, par les conventions internationales qui sont listées en annexe à la directive et qui constituent le champ d'application matériel de cette directive. Ok, merci. Je pense qu'on ne va pas pouvoir détailler totalement ce qu'il y a dans le texte. Juste un point sur la responsabilité civile, parce qu'il est prévu, et ça nous permet de glisser en même temps sur les questions de contentieux, il est prévu une responsabilité dans le cas où ce programme de conformité, on va l'appeler comme ça, n'est pas mis en œuvre. Quels sont les moyens que le texte prévoit pour pouvoir mettre en œuvre l'application de cette responsabilité civile ? Alors, le texte, la proposition de la Commission explique que si le non-respect par une entreprise des obligations prévues dans le texte, donc l'obligation est celle de prendre des mesures appropriées, donc on clarifie bien qu'il s'agit d'une obligation de moyenne, et des mesures appropriées qui permettent d'identifier et, si nécessaire, de remédier des impacts graves, des impacts sur les droits humains et sur les environnements. Une entreprise, il peut y avoir une responsabilité civile de l'entreprise. Après, le texte de la Commission détaille aussi quels sont le type de mesures qui peuvent être considérées appropriées à cette fin, pour remplir l'obligation prévue par le texte lui-même. Et en particulier, il y a une liste qui comprend par exemple comprenez au moins dans la version de la Commission le fait de prévoir des clauses contractuelles qui seraient après transférées dans les clauses aussi des contrats entre le contractant direct et les sous-contractants, ce qu'on appelle des contrats à cascade. Il faut dire que les co-législateurs, donc le Conseil et le Parlement européen, n'ont pas aimé l'idée de contrat à cascade, donc l'ont éliminé. Mais il y a des autres possibilités de mesures que l'entreprise doit prendre. Par exemple, le fait de établir aussi des codes de conduite, d'avoir en interne aussi des mécanismes de contrôle, dans le cas où il y a aussi ce qu'on appelle des alliances entre les différentes entreprises et des schémas de certification de certains fournisseurs, aussi de faire la vérification de ces fournisseurs, de se rendre aussi sur place pour voir quelles sont les conditions.
et de travail des employés et éventuellement aussi de rentrer dans des mécanismes de partenariat si nécessaire pour améliorer les conditions des fournisseurs. Donc, il s'agit d'un toolbox, donc ce n'est pas une liste cumulative, mais c'est des mesures qui peuvent être choisies le cas échéant. Et en ce qui concerne qui peut amener qui sont les entités qui sont légitimées à prendre amener une action en justice, le projet de la Commission dit simplement renvoie en fait au droit national. Donc on n'est pas rentré dans la question est-ce que les NGO peuvent ou pas et dans quelles conditions mener une action en justice. Et ça parce que les droits nationaux sont très différents sur ça. Donc, on va avoir de nouveaux contentieux, c'est ça? La seule, disons, chose fondamentale qui est prévue, c'est que cette responsabilité civile doit être effective. Donc, s'il y a des législations de droit national qui ne rendent pas effective la possibilité d'exercer ces droits et de commencer une action pour responsabilité civile, pour dommage, le texte européen prévoit sur cette Donc, dans le cadre de la transposition, il faut prévoir cette disposition-là dans le droit national. Oui, et de façon efficace. D'accord. Et si je ne me trompe pas, il est normalement prévu qu'une agence mette en œuvre le texte dans chacun des États membres. Bon, il y a une grande discussion en France sur le fait de qui sera l'agence. Mais c'est pour transférer, on reviendra après à Lucrezia sur le texte, pour passer la parole à Ophélia et à Sophie. Parce que, comme je vous l'ai dit en arrivant tout à l'heure, j'ai parlé avec un avocat allemand qui était très... Comment ? Oui, avant, vous voulez? Bon. Je peux le dire en deux mots facilement. Donc, la différence peut-être entre le texte européen et le texte français et le texte allemand, c'est que la Commission parle dans le texte, dans son projet, de chaîne de valeur. Donc, chaîne de valeur, ça veut dire comprendre les fournisseurs en amont, ainsi que la chaîne en aval. Le texte de la Commission clarifiait que le texte en aval ne comprenait pas les clients particuliers et de donner aussi des autres clarifications par rapport aux relations qui étaient pertinentes. Mais le principe, c'était aussi de couvrir la chaîne, pas toute la chaîne, mais les clients, les relations B2B. Et ça, c'était aussi pour dans tout le contexte de l'économie circulaire et de voir les obligations environnementales aussi. Après, il y a toute une discussion, il y a 2 points qui sont discutés au Conseil, par le Conseil et le Parlement, mais peut-être on y reviendra après. Et en concerne le secteur financier, parce que le secteur financier n'est pas couvert par la notion de chaîne d'approvisionnement, alors qu'il est couvert par la notion de chaîne de valeur. Et l'autre, c'est sur l'exclusion aussi, en fait, sur l'utilisation, parce que le Conseil a clarifié que juste les utilisations qui peuvent être prévues par le producteur peuvent être couvertes. Donc, par exemple, un avion qui est utilisé par des terroristes ne serait pas couverte. Donc, mais ça, c'était aussi l'idée de la Commission à la base. Okay. Bon, je reprends l'ordre alors. Donc le texte prévoit qu'une autorité de contrôle dans chacun des États membres, cela veut dire que, pour Lucrezia, s'il y a des guidelines qui sont émises, elles sont émises au niveau européen ou au niveau de chacun des États membres? Alors, on a prévu un mécanisme de coordination entre les différentes autorités au niveau national. Et donc, il y a certaines lignes directrices, certaines guidances qui seront données par la Commission, des autres seront données au niveau des autorités nationales, mais ça sera fait dans le cadre de ce réseau pour assurer une certaine coordination. Comme le RGPD, oui. Ok. Et donc, il y a un grand débat en France pour savoir qui devrait être cette agence.
Oui, alors ça a été déjà souligné, il y a eu un rapport parlementaire qui a évalué 6 ans après le vote de la loi Vigilance ses forces et ses faiblesses. Et évidemment, ce qui a été pointé, c'est l'absence de cette fameuse agence que la plupart des grandes entreprises appellent de leur vœu, parce qu'on a besoin, encore une fois, de sécurité juridique, ça a été dit, de lignes directrices. La question qui peut se poser, c'est effectivement de savoir quels seront les véritables pouvoirs de cette future agence à venir, agence nationale donc, et son articulation avec le rôle du juge. Alors, sur la première question, il semblerait, de ce que j'ai compris du texte qui est en discussion, qu'un certain nombre de sanctions puissent être prononcées par cette autorité qui aura également des pouvoirs d'enquête, donc un petit peu comme l'AFA, comme un certain nombre d'agences déjà nationales, déjà installées dans le paysage national, avec cette difficulté aussi qui avait été déjà le cas en 2017 de définir les concepts. Vous savez que la loi française avait été retoquée par le Conseil constitutionnel au motif que certaines notions n'étaient pas suffisamment claires et finalement heurtaient le principe de l'égalité des délits et des peines, notamment la notion de droits humains. Qu'est-ce que c'est que les droits humains? On a de la soft law, mais on n'a pas véritablement une interprétation très, très fine. La question aussi, c'est de savoir qui pourra, quelles seront les sanctions. Est-ce que ça sera des sanctions articulées en fonction du chiffre d'affaires des entreprises? Ça reste encore, je crois, tout à fait en discussion, puisque assez peu courageusement, c'est une blague, la Commission renvoie aux États membres le soin de préciser toutes ces notions. Et donc, on voit qu'il y a là un champ de discussion important entre certains qui disent finalement le régulateur ça suffit, puisque finalement la devoir de vigilance ça n'est que de la conformité en quelque sorte à une loi, et le régulateur sera là pour conseiller, accompagner et sanctionner éventuellement les entreprises qui seraient défaillantes dans l'accomplissement des obligations en matière de vigilance. Et puis vous avez les ONG qui disent mais non, la violation des obligations de vigilance peuvent aussi amener à des dommages sur les personnes et sur l'environnement, et il est donc logique que nous ayons un droit de recours, comme d'ailleurs l'indiquent les principes directeurs de l'ONU. Voilà, donc tout cela est en discussion. Y aura-t-il une coexistence de cette agence avec le juge judiciaire? Point d'interrogation, comme c'est le cas aujourd'hui en matière, par exemple, de corruption. L'histoire n'est pas encore écrite. Ça va, c'est pas trop long? Merci François. Désolée, je ne me tiens pas bien, mais je voulais repasser la parole à Lydia pour savoir si dans une entreprise autre que celle de François, est-ce que, en fait, ou de manière générale, est-ce qu'on est plus inquiété en matière de RSE ou de compliance par un contentieux potentiel ou par une atteinte à la réputation que cela peut entraîner pour l'entreprise? Les deux, mon capitaine, puisque c'est souvent lié. En ce qui concerne notre mise en demeure, on l'a lu dans la presse avant de la recevoir par voie d'huissier. Donc, généralement, l'impact est là. Et puis après, on sait très bien que lorsqu'il y a un contentieux qui démarre, il y a beaucoup de presse à ce moment-là. Et même si vous gagnez une affaire, là, il n'y a plus beaucoup de presse, il n'y en a pas du tout pour en faire écho, donc le mal est déjà fait. Mais c'est vrai que sur ces questions actuelles, je pense qu'on est en effet tous au taquet. L'exercice pour vous deux est très difficile parce qu'on aimerait comprendre, on veut être prêt. Il y a une question de transfo des entreprises, manque de prévisibilité, ce qui est quand même la garantie d'un état de droit, de pouvoir avoir de la prévisibilité. La règle allemande nous paraît évidemment plus claire parce que on sait ce qu'on doit faire, on a une agence, on a un interlocuteur, on sait comment ça va fonctionner, pouvoir de sanction également. La difficulté qu'on a là, c'est vraiment cette imprévisibilité, bien plus que l'impact réputationnel, bien plus encore que les éventuels contentieux. C'est cette imprévisibilité qui fait qu'aujourd'hui, même dans nos prises de position, on voit bien que lorsqu'une entreprise prend une position en disant « je préférais que ce soit sur la chaîne de transfo, ça nous paraît plus clair », traduction vis-à-vis d'une grande partie de l'opinion publique, on va dire, c'est « ah ben les entreprises ne veulent pas avancer là-dedans ». C'est pas ce qu'on dit, c'est qu'on est des industriels. On sait faire des produits, après qu'on nous demande de le faire en moonwalker ou ce que vous voulez, mais juste qu'il faut être très clair pour que chacun prenne ses responsabilités, à l'entreprise évidemment d'ensuite de s'adapter, mais quand même aux régulateurs et aux législateurs de donner le cadre du jeu, et un cadre du jeu clair
de façon à ce qu'on puisse jouer à l'intérieur de ce level playing field. Merci. Donc, comme vous le savez ou comme vous l'aurez compris au travers de ce que Lydia vient de dire, en France, le texte sur le devoir de vigilance souffre du fait qu'il n'y a pas de décret d'application ou qu'il n'était pas prévu, comme pour la loi Sapin, qu'une autorité supervise sa mise en œuvre. Donc, je vais maintenant passer la parole à Ophélia et Sophie pour que vous nous donniez un petit résumé des procédures que l'on a vu naître et se dérouler depuis 4-5 ans. On va commencer par Ophélia. 3 secondes. Ophélia, c'est fini. Sophie? Alors, donc 6 non, secondes. On a convenu que nous interviendrions à 2 voix et que je prendrai la première voix. C'est vrai, ça a été dit, comme l'a dit Ophélia tout à l'heure, cette loi vigilance, c'est un copier-coller de Sapin 2, sauf qu'il n'y a pas d'autorité. Et finalement, le contentieux, il y a une très grosse attente vis-à-vis de ce contentieux, parce que c'est ce contentieux qui va en quelque sorte être peut-être le début de réponse sur ce qu'il faut faire. Et on va attendre une espèce de régulation par la transparence. C'est ça un peu qui est l'esprit de cette loi vigilance. Comme on ne met pas en place une autorité de régulation, on cherche une régulation par la transparence. Comme l'a dit Ophélia tout à l'heure, il y a le lien entre le plan et la publication. Et finalement, ce contrôle de la publication serait des pistes pour savoir ce qu'il faut faire. Ce qui fait qu'on va regarder avec beaucoup d'attention ce contentieux qui va mettre à peu près 3 ans à commencer. Il y a des raisons techniques évidentes qui expliquent qu'il a fallu un délai après l'entrée en vigueur de la loi pour que le contentieux démarre. Et le contentieux va démarrer à peu près à l'été 2020 et avec un aspect assez exponentiel. Ces derniers mois, on a vu une certaine explosion de ce contentieux. C'est donc un challenge que vous m'avez donné avec Ophélia de vous présenter. Ce que je vous propose, c'est de faire une sélection en nous focalisant sur les décisions qui ont été rendues. Parce qu'il y a beaucoup d'actions qui sont entamées, mais il y a déjà quelques décisions rendues. Et c'est ces décisions rendues qui sont le plus, quelque part, source de réponse, source d'enseignement, parce qu'au moins, on a un juge qui s'est exprimé. Alors, avant de vous parler de ces décisions rendues, je voudrais quand même prendre quelques précautions d'usage. Alors, la précaution d'usage, comme l'a fait ma voisine, c'est vrai que l'opinion que je vais vous donner, c'est en ma qualité d'universitaire, mais j'ai aussi la chance de participer à une autorité de régulation, vu que je suis membre de la commission des sanctions de l'autorité des marchés financiers, mais bien sûr, je ne parlerai pas en ma qualité de membre. Mais précaution surtout pour éviter de vouloir donner trop de conséquences au début de réponse que nous avons. Il faut quand même bien prendre conscience des éléments positifs que l'on peut retenir sur les enjeux de ces réponses et les éléments négatifs. Donc, comme on ferait dans tout bon commentaire d'arrêt, quel est l'enjeu et les suites de la décision? Le point positif qui fait qu'on peut se dire, finalement, ces enseignements, ils sont quand même très intéressants, c'est que les 3 décisions dont je vous parlerai sont toutes les 3 rendues par le tribunal judiciaire de Paris, qui est la juridiction qui a été désignée pour centraliser ce contentieux. Donc on peut se dire que, quand même, si c'est 3 fois lui qui a parlé, c'est quelque part une opinion qu'il est susceptible d'avoir à l'avenir. L'autre point qui donne quand même un certain poids à tout ça, c'est que dans l'une de ces décisions, le tribunal judiciaire a choisi de faire intervenir des amici curiae, et c'est quand même parce qu'il s'est franchement posé des questions. Et il a eu envie de ne pas répondre n'importe quoi. Et donc de solliciter des opinions, donc ce qui va aussi dans le sens de ces réponses ont un certain poids. Donc ça, c'est dans le sens du poids. Et à l'inverse,
il faut rester très prudent, je pense. Il faut rester très prudent déjà parce que le tribunal lui-même nous amène à cette prudence et nous invite à cette prudence. Tout dans la rédaction, on ne va pas faire un commentaire des différentes décisions rendues, mais tout dans la rédaction montre la grande précaution prise sur le fait, attention, je ne suis pas un arrêt d'assemblée plénière de la Cour de cassation. Voilà. Et ce que je vais dire, ça reste quand même à prendre avec beaucoup de précaution parce que je considère que mon rôle n'est pas facile. Et là, il y a quand même, je pense, un message assez clair sur l'interrogation qu'on pouvait avoir. Je me souviens, reportons-nous 6 ans en arrière, quand la loi a été votée et que les juges ont découvert ce texte, parce que vraiment, pendant toute la phase de discussion, autant les entreprises et les ONG avaient été très présentes, autant les magistrats, alors pas du tout. Et alors, ah mince alors, c'est nous donc. Donc vous êtes désignés pour prendre en charge ce contentieux. Et la première question qui a quand même tenu en haleine pendant des années tout le monde, c'est quelle juridiction compétente? Je dois dire, sans dévoiler aucun secret, que personne au sein du monde de la magistrature, que ce soit les juges consulaires ou les tribunaux judiciaires, n'avait de réponse. Et ils ont donc été un peu saisis. Et là, on voit qu'ils sont toujours un petit peu dans cette approche. Mais pourquoi nous, quoi? Qu'est-ce qu'on a fait? Voilà. Et le texte de la décision est quand même assez dans cette suggestion. Donc, première cause de précaution. Et la deuxième, c'est que la décision la plus importante a été prise en référé. Et là aussi, le texte dit clairement, attention, c'est une décision en référé. Il ne faudrait pas non plus lui faire donner des conséquences incroyables. Donc, moyennant toutes ces précautions oratoires, moi, je pense qu'on peut aujourd'hui parler de 3 décisions rendues. Une qui concerne EDF. EDF pour la construction d'un parc éolien à Oaxaca, au Mexique. Dans cet état d'Oaxaca, que je n'ai pas la chance de connaître, mais qui visiblement est particulièrement venteux. C'est une zone excellente pour le kitesurf, sûrement, mais également excellente pour des développements d'éolien, et où habite également une communauté zapotèque. Et cette communauté zapotèque, qui comprend 12 000 habitants, cette communauté, c'est très important parce que ces communautés sont reconnues par les Nations Unies comme ce qu'on appelle des peuples autochtones. Et en tant que peuples autochtones, ils ont des prérogatives particulières. Donc, ce qui fait qu'à l'occasion de la construction de ce parc éolien, sur la zone occupée par ce peuple autochtone, des ONG vont reprocher à EDF de ne pas avoir demandé le consentement préalable de la population, prérogative qui appartient par les textes des Nations Unies à ces peuples autochtones. Et il y aurait donc violation de droits humains. Cette demande a été rejetée le 1er décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris. Pourquoi ? Déjà, début de choses qu'on va revoir par la suite, parce que l'action ne faisait pas référence au plan de vigilance adéquat. Donc, on voit déjà cette première chose apparaître, sachant qu'il y a un appel contre cette décision avec une audience, mais sûrement que François en sait beaucoup plus que moi, une audience a priori de plaidoirie en novembre 2023 devant la Cour d'appel de Paris. Donc c'est encore une affaire en cours. Ça n'est pas du tout donc une décision définitive. Et c'est très intéressant potentiellement d'avoir à terme l'opinion de la Cour d'appel de Paris. Donc, première décision qui a été rendue quand même le 1er décembre 2021 dans cette affaire EDF. Deuxième décision rendue dans une affaire Suez au Chili à propos d'une crise sanitaire à Osorno. Là, il s'agit de litres de pétrole qui ont été déversés dans l'usine d'eau potable
exploité par une filiale de Suez. Et le fait d'avoir déversé 2000 litres de pétrole dans de l'eau potable, on imagine que ce n'est pas top hein, comme action. Ça a provoqué la contamination de l'ensemble du réseau d'eau potable, une coupure d'eau consécutive dans la ville pendant plus de 10 jours. Et puis, accessoirement, a priori, une contamination des cours d'eau de la zone. Ce qui fait que pour les habitants de la zone, il y a eu des atteintes à des droits humains. Là, on n'est pas sur un terrain environnemental, on est toujours dans un terrain droit humain, droit à leur intégrité physique et psychique, droit à leur préservation de la santé, droit de vivre dans un environnement sain et droit à l'eau. Des diverses ONG ont fait une action, des ONG internationales et locales, et elles ont assigné donc l'entreprise devant le tribunal judiciaire de Nanterre pour assignation en 2020 pour le plan en 2021 pour le plan 2021. Et là aussi, évidemment, il y a eu une petite épopée, et finalement, là aussi, on a une décision. On a une décision du tribunal judiciaire de Paris, parce qu'entre-temps, le contentieux a été déporté à Paris. Et le 1er juin 2023, le tribunal judiciaire de Paris a déclaré irrecevable la demande. Principalement, il faut que j'aille plus vite, principalement pour 3 arguments. Je suis désolée, mais il y a quand même beaucoup de choses à dire, surtout que je n'ai pas parlé de l'essentiel. Principalement pour 3 arguments très importants sur la société qui avait été attaquée. C'est Suez SAS et non Suez SA qui est la société mère. Sur le plan, parce qu'entre-temps, il y avait eu un nouveau plan. Et puis, sur les demandeurs à l'action. Et je rejoins ce que vous dites en disant la directive européenne va s'orienter vers le droit national pour savoir qui va pouvoir agir. Là, un des arguments était les demandeurs à l'action, et c'est principalement la qualité de la société défenderesse qui a été retenue pour justifier de ne pas déclarer recevable cette action. Avant qu'on passe au 3e dossier. Tu t'imagines lequel? Oui, oui. Et puis, il faudra qu'on laisse quand même la salle poser 1 ou 2 questions. Je vais me faire l'avocat des ONG, ce que je ne suis pas. Mais ce n'est pas un peu frustrant, ces 2 décisions, parce qu'on ne parle pas du fond, là. Alors, je réponds, et ça me permet de parler de la 3e décision. La 3e décision, c'est évidemment Total Energy Ouganda, avec l'ordonnance de référé du 28 février 2023. Là aussi, hein, le juge qui a refusé de se prononcer, avec des arguments qu'on a déjà vus, hein, qui est sur le plan retenu, avec un autre argument très important, qui est la nécessité donc de cet échange préalable, d'un dialogue préalable, avec cette phase de mise en demeure qui va ouvrir une période qui est censée être une période d'échange préalable. Alors, est-ce que c'est frustrant? Oui, c'est frustrant. C'est évidemment frustrant. C'est une situation qui est tout sauf satisfaisante. Parce que finalement, on voit que le juge se sent assez démuni envers ce contentieux, et se sentant un peu démuni envers ce contentieux, et sentant que... Enfin, je ne veux pas m'exprimer en son nom, mais il ne peut pas tout seul faire le travail que ferait une autorité de régulation. L'entreprise aussi, elle est démunie en réalité. Oui. Donc, tout le monde est démuni, tout le monde dit au juge, alors, donne-nous tes réponses. Mais lui, c'est trop. Donc, qu'est-ce qu'on peut se dire aujourd'hui, très rapidement? Ce qu'on peut se dire aujourd'hui, c'est que la situation actuelle n'est pas satisfaisante. Ça me paraît clair, et pour tout le monde. C'est qu'il y a des attentes, et des attentes auxquelles il n'est pas répondu.
Est-ce que ça va évoluer? Certainement. Ça va évoluer, ne serait-ce que parce que la directive qui nous a été présentée va certainement avancer. Donc, il va y avoir une situation qui va avancer. Est-ce que, pour répondre à un peu la question posée, est-ce que ça pourrait cohabiter avec des actions en responsabilité civile? Alors là, j'ai envie de... C'est pour ça que j'ai pris cette précaution vis-à-vis de mes fonctions à l'AMF. On connaît ça très très bien à l'AMF. On a notre rôle en tant qu'autorité qui va contrôler l'application des textes qui sont de notre ressort et sur lesquels on va potentiellement parfois essayer d'éclairer les utilisateurs. Ça, c'est notre démarche de contentieux, mais qui n'a rien à voir avec la responsabilité civile, qui explose dans les domaines financiers. Et il y a de plus en plus d'actions qui sont menées devant les juridictions ordinaires, que ce soit le tribunal de commerce ou le tribunal judiciaire, des victimes de préjudices qui sont issus de produits qui n'ont pas été correctement construits, de comportements qui n'ont pas été comportement menés. Et ce qu'on voit très clairement ces derniers mois, c'est une explosion de ces contentieux sous forme d'actions collectives. Alors je ne parlerai pas de class action, parce qu'en général ça n'en est pas, mais sous forme d'actions collectives. Et finalement, il y a une cohabitation entre le travail de l'autorité et la fonction du juge qui se passe extrêmement bien. Alors, il y a une autre voie que le travail de l'autorité pour voir, plutôt quand on parle des actions ex ante, c'est plutôt sur le fait de savoir si le programme de conformité mis en place est efficace, suffisant et ainsi de suite. C'est peut-être, après la fameuse mise en demeure, d'essayer d'établir un dialogue avec les ONG et peut-être que, je crois que François voulait nous parler de la voie de la médiation en 3 secondes et demie. En 3 secondes et demie, en fait, il y a déjà un processus de médiation qui est prévu au niveau international. Hein. Ce sont les points de contact nationaux dans tous les pays qui sont... les PCN dépendent en fait de l'OCDE et ils ont une charge qui est lourde puisqu'ils doivent donner un certain nombre de recommandations écrites aux entreprises. Là aussi, c'est de la soft law et ça nous sert à nous, praticiens de la vigilance. Et ils ont aussi un rôle de rapprocher les parties dans le cadre de médiation. Dans le dossier mexicain, je cède tout de suite la parole ensuite, mais dans le dossier mexicain EDF, il y a eu 2 procédures parallèles, si on peut appeler ça une procédure devant le point de contact national de l'OCDE, et puis une procédure judiciaire. Et ce que j'ai pu constater, moi, très modestement, c'est que finalement, ces deux process de règlement des litiges, en quelque sorte, ne se croisent pas. Il n'y a pas d'échange entre le PCN et le juge judiciaire, à tel point, et sans révéler de secret, que dans notre contentieux mexicain, le juge judiciaire a lui-même proposé une médiation, alors même que le point de contact national avait lui-même conduit une médiation. Donc c'est un peu étrange de voir à quel point les autorités de règlement des litiges se parlent assez peu, finalement. Mais c'est une observation très personnelle. Alors, je vais vous passer la parole, Ophélia et Sophie, pour le 3e dossier. Et je me positionne déjà dans la salle pour prendre 1 ou 2 questions. Donc, vous avez 6 secondes. Non, mais moi, je crois qu'on a quand même déjà évoqué les choses. Je voudrais juste rebondir par rapport à ce qu'a dit François, parce que je le dirai plus facilement qu'Ophélie. Dans tous ces dossiers, il y a eu une demande d'échange en amont et le tribunal a à chaque fois demandé à ce qu'il y ait une démarche de médiation en amont. Et c'est toujours une démarche qui a été refusée par les ONG. Donc, c'est... Alors, oui et non. Parce que justement, le juge Fabrice Vert a posté un post LinkedIn il y a 3 jours en disant qu'il y avait eu une médiation vigilance tout récemment.
Alors, je ne sais pas laquelle c'est, je vous avoue. J'ai une petite idée, mais apparemment, il y aurait eu une médiation qui aurait réussi sur un contentieux vigilance. Mais après, là, c'est tout nouveau. c'est pas sur cela. Non, pas sur ces dossiers. Cela, non. Et là, il y a quelqu'un qui a dit oui. Apparemment, il y a des ONG qui ont dit oui. Alors, peut-être que ce ne sont pas des ONG aussi. Je ne sais pas, peut-être. Suspense. Ce que je voulais dire, sans beaucoup parler de l'ordonnance du 28 février, parce que je pense qu'on a dit l'essentiel, c'est que cette démarche de responsabilité civile, on la trouve aussi à l'étranger. On parle toujours des Allemands, très important, mais c'est intéressant aussi de regarder ce que font les Anglais, qui n'ont pas nos textes, mais qui fonctionnent très différemment. Ils fonctionnent avec des règles de common law, comme on le sait, et donc ça leur permet, sans avoir de texte, de donner des réponses. Et on voit qu'en juillet 2022, il y a une class action qui a été autorisée par les juridictions anglaises suite à l'effondrement d'un barrage au Brésil en 2015. Et donc, la Haute Cour a autorisé la class action sur une démarche qui va aboutir à quelque chose qui permettra de la responsabilité civile. Et ce qui est très intéressant, mais bon, je n'ai pas le temps de le développer, c'est ce qu'on voit aussi en Angleterre poindre, et c'est quand même un des sujets une des interrogations de la directive, c'est l'action contre les dirigeants, parce que on parle aussi on a parlé de la responsabilité de la société sur le manquement à ses obligations de vigilance, on a parlé de la responsabilité par rapport en matière de responsabilité civile, mais un autre aspect, c'est la responsabilité des dirigeants, qui est un des points qui est évoqué par la directive et sur lequel, me semble-t-il, il y a encore beaucoup d'interrogations. Hein, donc c'est très difficile. C'est un sujet que j'ai volontairement pas voilà, abordé parce qu'on n'a pas le temps. Voilà. Et qu'on reviendra en deuxième semaine, c'est promis. Et on fera une séance et alors, uniquement il y a des débuts de réponse en Angleterre. Voilà, très bien. Je vous interromps la parole, c'est très, très impoli, mais je pense qu'on fera quelque chose parce que plusieurs des intervenants voulaient qu'on fasse une séance spécifique sur les contentieux et qu'on fera ça... je ne sais pas, septembre, à l'automne. Voilà. L'automne et pas l'hiver, c'est promis. Je voulais juste qu'on passe la parole à la salle, au moins une ou deux questions. Alors, on a quelqu'un qui a déjà un micro, je te laisse te présenter. Je ne sais pas si c'est une question ou un commentaire que tu veux faire. C'est pas une question, c'est juste une rectification. Frédéric Hamel, groupe Suez. Je tenais à dire une chose, c'est, vous mentionnez tout à l'heure le contentieux de Suez au Chili. Aujourd'hui, le contentieux est passé chez Veolia. Puisque dans le cadre de l'OPA que l'AMF connaît très bien, que l'AMF a très bien connu, puisque vous étiez très très impliqués, c'est l'activité chilienne est passée chez Veolia. Donc aujourd'hui, c'est eux qui sont en charge du contentieux, et pas Suez. Un beau cadeau. Donc, on avait une question devant. Bonjour à tous. Ma question, c'est pour Madame Bouza. En fait, je voulais vous demander et savoir vos commentaires sur des points critiques qui ont été abordés par des associations des entreprises sur la proposition de la directive CS3D. Et je parle notamment, je me réfère à l'association italienne des entreprises, Confindustria, sur deux points critiques. Les premiers, c'est sur les seuils des chiffres d'affaires entre les sociétés extra-EU et les sociétés intra-EU, notamment avec les seuils prévus par la proposition de la directive. Les sociétés européennes soumises à la directive sont des sociétés plus petites par rapport à les sociétés extra-UE. Et je parle de la seuil des chiffres d'affaires de 150 millions à niveau mondial pour les sociétés intra-UE et par contre 150 millions de chiffres d'affaires pour les sociétés extra-UE qui travaillent, qui agissent à l'interne de l'Union européenne. Ça, c'est le premier point critique. Et le deuxième, c'est concernant la sécurité juridique. En effet, ils ont posé la question du fait qu'il y aura un transfert de responsabilités pour les entreprises
par rapport aux conventions internationales, qui sont des textes qui ont été pensés et faits pour être, pour être mis en œuvre par les États et pas par les entreprises. Alors, donc sur le premier point, je pense qu'il n'y a, pas une bonne compréhension du texte, parce que ce qu'on demande en définissant le champ d'application, et ce qu'on demande aux entreprises européennes, c'est d'avoir 500 employés et un chiffre d'affaires de 150 millions au niveau mondial. Pour les entreprises des pays tiers, il s'agit de 150 millions d'euros dans l'Union européenne. Donc, si on fait 150 millions d'euros dans l'Union européenne, au niveau mondial, c'est vrai, ça serait plus que ça. Mais il faut avoir aussi un lien qui permet de justifier la juridiction européenne. Et pour des raisons aussi de compatibilité avec les règles du commerce international, il faut s'assurer qu'il n'y ait pas de discrimination. Dans le texte, en ce qui concerne les entreprises européennes, on a aussi inclus un deuxième facteur, qui sont le numéro d'employés. Donc c'est cumulatif les deux critères, c'est 500 employés et le chiffre d'affaires au niveau mondial. Dans le texte, pour les entreprises qui sont établies en dehors de l'Union européenne, il n'y a pas, on se réfère justement au chiffre d'affaires. Donc le chiffre d'affaires, il est essentiel pour établir la juridiction, mais on n'a pas mis aussi le nombre d'employés, simplement parce que c'est difficile d'avoir le même concept d'employés dans tout le monde. Mais la combinaison du nombre d'employés et du chiffre d'affaires, alors que dans l'autre cas, on a juste un chiffre d'affaires, ne permet pas de dire qu'il y a plus d'entreprises européennes. Disons que la taille des entreprises européennes est mineure par rapport à celle des entreprises non européennes. En fait, justement parce que les entreprises européennes doivent satisfaire deux critères pour entrer dans ce champ d'application. Et par contre, après tout, on peut faire un très gros chiffre d'affaires en faisant fabriquer par des tiers. Et donc, on n'a pas besoin d'avoir de salariés. C'est ça aussi. Donc en fait, c'est les deux critères. Oui. Et par contre, pour des raisons de compatibilité avec les règles du commerce international, il faut vraiment s'assurer qu'il n'y a pas de discrimination vis-à-vis des entreprises tiers. Et il faut avoir aussi un lien de justification. Oui, pour établir notre juridiction. Alors, je pense sur le deuxième point, c'est très, très rapidement. Donc, on a inclus, comme je disais, il y a une différence entre le projet de directive européenne et la loi française, et c'est que le projet de directive contient une liste de conventions. Et on a inclus dans la liste des conventions, celles conventions qui prévoient des obligations spécifiques qui peuvent être anticipées par les entreprises et qui peuvent être concrètement mises en place par les entreprises, comme le travail forcé, comme le travail des enfants, et pas d'autres. Et c'est pourquoi on a exclu d'autres conventions qui, elles, ne peuvent pas être facilement mises en place par des entreprises. Les conventions de l'OIT sur le temps de travail, ils sont ? Le temps de travail, il n'est pas là. Ah oui, parce que les Américains n'ont pas signé. Une dernière question, demi-question tout en haut. Oui, Madame Schiller, juste, est-ce que vous pouvez repréciser, vous avez évoqué les décisions du tribunal judiciaire de Paris en indiquant que le juge avait soulevé à chaque fois un manquement dans le plan. Et j'ai du mal à comprendre, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'entreprise n'avait pas violé son plan ou... Oui, alors je suis un peu perdue là-dessus. Je peux aussi, vous voulez. Finalement, ça revient un petit peu au propos. Je vous disais, il y a cette double obligation des injonctions contradictoires. La spécificité de la loi de vigilance, c'est qu'elle porte sur un plan. Il y a beaucoup de conséquences à ça que les législateurs n'avaient pas anticipées.
et l'approche qui a été celle des associations dans les contentieux en cours ont été d'attaquer le plan, et quasiment uniquement le plan, avec sur 3 des décisions, alors sur les 3 décisions qui ont été rendues, ce sont des décisions en injonction. Pour l'une d'entre elles, il y a en responsabilité civile et en injonction. C'est quoi une action en injonction? C'est que la loi sur le devoir de vigilance prévoit la possibilité pour une partie ayant un intérêt à agir de saisir un juge pour que celui-ci ordonne à une entreprise de se mettre en conformité avec son obligation de publier un plan de vigilance. Ce sont les actions dont s'est saisie les juridictions à ce jour. Et donc du coup, l'approche des associations était de dire votre plan, il n'est pas assez détaillé, votre cartographie des risques ne vise pas cette région, et donc vous êtes en non-conformité, et vous, juridiction, vous devez enjoindre l'entreprise d'ajouter ça dans le plan de vigilance. Alors souvent, c'est assez amusant, ils ont dit oui, dans un délai de 3 mois. Alors si votre plan de vigilance est dans votre rapport de gestion, vous ne pouvez pas le faire dans un délai de 3 mois, c'est pas possible. C'est quelque chose qui avait échappé. Et justement, il y a une forme, lorsque votre plan de vigilance est dans votre rapport de gestion, ça veut dire qu'en fait, vous avez un nouveau plan de vigilance tous les ans et que l'instance judiciaire étant assez longue, en réalité, il y a un rythme de publication du plan de vigilance que le judiciaire n'arrive pas à suivre. Et notamment donc, sur les actions en irrecevabilité, sur les irrecevabilités qui ont été prononcées, c'était justement là-dessus. Une mise en demeure sur un plan de vigilance, mais une assignation sur un autre plan de vigilance. Et il a été considéré que parce que la mise en demeure est si importante, et c'est un préalable obligatoire, et c'est un préalable obligatoire parce que ça crée une phase de dialogue effectif, ça doit créer une phase de dialogue effectif entre l'entreprise et les personnes qui disent vouloir éventuellement se prévaloir d'une action judiciaire, eh bien, il faut que l'assignation porte sur le même plan de vigilance. Ce sont sur les 3 décisions, 2 des irrecevabilités. J'ajoute, je suis désolée, je suis un tout petit peu prévieuse, mais c'est hyper important de comprendre ça. Le 3e irrecevabilité, c'était il y avait une mise en demeure et ensuite une assignation sur le même plan de vigilance. En revanche, le litige avait énormément évolué. Il y avait eu 4 nouveaux plans de vigilance publiés depuis la mise en demeure. Et les griefs qui étaient 3 ans et demi plus tard soulevés contre un nouveau plan de vigilance étaient substantiellement différents de ceux qui avaient été soulevés lors de la mise en demeure. Et c'est au regard de ce constat-là que le juge des référés a considéré qu'il y avait, que les griefs avaient tellement évolué qu'en réalité, il y aurait dû avoir une nouvelle mise en demeure parce que on ne pouvait pas passer l'option dialogue préalable compte tenu de l'évolution des griefs. Voilà. J'espère que ça répond à votre question. Encore plus frustrant, parce qu'en fait, on ne pourra jamais juger, vu que les 2 temps ne pourront jamais s'accorder. Et donc, sans doute que la médiation est une solution, parce que ça permet de travailler ensemble. Mais une autre des solutions, c'est de continuer le débat en haut et de boire le café ensemble. Mais avant ça, je vous remercie tous pour vos interventions passionnantes. Merci.